Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show. Ça faisait un petit moment, on n'en a pas eu la semaine dernière, c'était un peu n'importe quoi. Et aussi, il y avait le CES qui arrivait, et le truc c'est que avant le CES, il y a littéralement aucune news. Non, vraiment, il se passe rien la semaine avant. Le CES, si vous ne savez pas ce que c'est le Consumer Electronic Show, donc c'est le show de l'électronique pour les consommateurs qui se passe à Las Vegas, c'est du 9 au 12. Donc ça c'est fini, genre, moi par rapport au tournage à vidéo, donc je tourne le 13, comme ça j'ai eu le temps de voir tout ce qui est sorti. Alors on va pas parler de tout ce qui est sorti dans cette vidéo là, parce qu'il y a énormément de trucs qui ont été annoncés. Je vais surtout parler de mes trucs préférés. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur certains trucs particuliers qui ont été présentés. Mais voilà, du coup c'est tout à ce niveau là. Donc, CES, il y a eu énormément de choses, donc il y a tout hein, au niveau, c'est pas juste genre informatique, c'est TV, même des frigos et tout ça. Il y a tout ce qui concerne l'électronique, c'est représenté au CES. Donc là, vous voyez, par exemple, ça c'est le site officiel du CES. Donc il y a un drone, par exemple, voilà. Forcément, il y a des drones, ça, c'est à peu près sûr, mais bon. Du coup, on va commencer directement les news. Et la première news, alors, ne vient pas du CES, c'est plutôt au niveau du Galaxy S9. Donc déjà, le Galaxy S9 va être présenté lors du Mobile World Congress, si je me souviens bien, donc c'est à Barcelone, si je ne m'abuse, et c'est en février, genre fin février. Donc il va être présenté, surtout, il va pas être sorti à ce moment-là, parce que bien souvent c'est genre « Hey, regardez, vous l'aurez dans 15 jours !» C'est à peu près ça. Du coup, il sera présenté à ce moment-là, il devrait à mon avis sortir pour mars. Et donc le Galaxy S9, et on a eu quelques petites informations avec le biais de cette boîte qui semble assez legit selon pas mal de gens. Déjà au niveau de ses informations et tout ça, et juste des specs qui sont raisonnables en fait. C'est pas genre hey, il a un Snapdragon 935 millions ou je ne sais quoi, parce qu'il y en a qui s'amusent à faire des faux trucs comme ça. Non, les specs sont assez raisonnables, genre niveau taille, c'est à peu près un Galaxy S8 en fait. Il a super slow-mo, donc du super slow motion. Je sais pas si le Galaxy S8 a déjà ce qu'il considère comme un super slow motion, mais il a déjà un slow motion assez impressionnant, donc peut-être que c'est déjà ça aussi. Toutes les spécifications un peu marquées, IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière. La RAM et la ROM qui sont genre 64 Go de ROM et 64 Go de RAM, donc assez... c'est un Galaxy S8 en fait à ce niveau-là. Peut-être qu'il y aura des différences évidemment au niveau de la RAM utilisée ou autre chose. Wireless charging, donc tout est à peu près... Il y a assez de spécifications un peu qu'on s'attendait. Donc visiblement ce Galaxy S8 ça va plutôt être une amélioration marginale. Genre ils vont tweaker quelques trucs, ils vont améliorer le design pour qu'il soit raffiné. Un petit peu comme le Galaxy S7 n'était pas si différent du Galaxy S6, à part qu'il raffinait en quelque sorte le design du Galaxy S6. Ce que j'aimerais surtout voir, moi, et ça on le voit pas dans les spécifications évidemment, c'est où est le lecteur d'empreintes. Parce qu'actuellement sur le S8, il est très mal placé. On s'y habitue à force. J'ai un Galaxy S8 Plus, si je vous rappelle. Et on s'y habitue à force, mais ça prend un petit peu de temps. Et surtout, il faut adapter un petit peu certaines choses. Donc, personnellement, je préférais qu'il le replace. Par contre, l'information qu'il y a, et qui était très intéressante, c'est au niveau des capteurs. Donc là, il vous dit Super Speed Dual Pixel. Ok. Donc, à peu près le langage marketing habituel. 12 mégapixels. OIS, donc ça stabilisé, ce qui est logique. Et après, on a f1.5, f2.4. Et là, il y en a qui vont être, ceux qui s'y connaissent plus en photographie, vont être en mode waouh, pourquoi il y a deux F? Tout simplement parce que Samsung va certainement utiliser un capteur photo qui a un mode avec deux apertures différents. Donc, l'aperture, si vous ne savez pas, c'est le petit truc. Je sais pas comment je pourrais le définir, mais c'est le petit truc qui permet de bloquer la lumière. Si vous avez déjà joué à Portal, le logo d'aperture dans Portal, c'est ça en fait. Donc c'est une sorte de vraiment cache-lumière. Et il y a un petit trou qui reste au milieu qui permet de vraiment concentrer la lumière. Donc quand l'aperture est fort ouverte, vous avez beaucoup de lumière. Et du coup, vous avez par exemple un fond d'arrière-plan beaucoup plus important. Vous voyez là, derrière moi par exemple, c'est flou tout ce qui se passe derrière moi parce que l'aperture est assez élevée. Ou plutôt assez basse si on suit la logique du chiffre. Et puis si vous justement réduisez l'aperture et que vous prenez juste un tout petit peu de lumière, ben, vous allez avoir moins de flou d'arrière-plan, moins de lumière, mais du coup, ben, vous verrez mieux ce qui se passe en arrière-plan. Du coup là,
un aperture changeable sur un appareil photo, ça existe depuis, enfin c'est standard. Mon appareil, je peux changer l'aperture si je veux, je peux remonter jusqu'à 4 si je veux, 4.0, ou alors je peux aller jusqu'à 2.0, la lens que j'utilise actuellement peut aller jusqu'à 1.4 si je me souviens bien, donc voilà. Et du coup là, ils auraient un mode, c'est pas la première fois sur un téléphone, mais un mode qui permettrait de passer de f1.5 ou f2.4 si vous êtes dans un endroit où il y a plus de lumière et tout simplement vous voulez prendre une photo où on voit mieux ce qui se passe. Parce que quand vous prenez un paysage, c'est pas très grave parce que c'est un paysage, tout est loin, voilà, c'est pas grave. Quand vous prenez un portrait, c'est pas grave d'avoir du flou d'arrière-plan. Mais si vous prenez une photo de votre chambre, par exemple, en mode « Oh, regardez ma chambre », le problème c'est que si vous avez une aperture trop haut, qui est souvent utilisé quand vous avez des basses lumières, ben, peut-être que l'avant-plan de la chambre va être net et puis l'arrière-plan va être légèrement flou ou autre chose. Donc, c'est pour éviter un petit peu ce genre de truc, je pense, et offrir tout simplement un meilleur rendu dans ce genre de situation. Après, je pense que si vous êtes toujours même en mode portrait dans une situation très lumineuse, à mon avis, il utilisera toujours le f1.5 parce qu'il y a d'autres trucs qui peuvent être évidemment réduits pour éviter que la photo soit trop... qu'il y ait trop de lumière, tout simplement. Juste la prendre beaucoup plus vite, par exemple, suffirait amplement. Et du coup, ça permettrait de garder le magnifique effet de flou qui est quand même assez sympathique sur les photos. Donc voilà, juste, c'est pas la première fois, mais c'est certainement la première fois sur un téléphone haut de gamme comme ça. Alors, haut de gamme encore, c'est vite dit, parce que le premier téléphone qui avait ça de Samsung, c'était justement ce flip phone, le W 2018. Oui, vous ne rêvez pas, c'est un flip phone avec écran tactile qui coûte genre 1500 €, 1500 $, voilà. Et du coup, il a un double capteur f1.5, f2.4, ce qui est actuellement la même chose que ce qu'il y a sur la boîte, comme vous pouvez voir, du Galaxy S9. Donc, à mon avis, c'est le même capteur, à peu près sûr. Donc voilà, très intéressant d'un point de vue photographie. Après, on verra ce que ça donne aussi. Est-ce que le capteur f1.5... est-ce qu'en f1.5, on a vraiment des très bonnes performances en basse lumière? Ça pourrait être très intéressant évidemment. Ensuite, on a eu plus d'informations sur la puce Intel AMD, donc le Kaby Lake G, comme il l'appelle. Donc vous avez un processeur Intel. Donc les détails qu'on a eu déjà, c'est une sorte de Core i7 qu'il y a sur la puce. Donc c'est 4 cœurs 8 threads, donc il n'y a pas de 6 cœurs ou autre chose qu'on aurait pu peut-être attendre d'avoir. Le chipset Intel graphique est toujours intégré, donc c'est à dire que vous pourrez toujours, enfin, l'ordinateur portable qu'il utilisera pourra toujours passer dessus pour passer en mode basse consommation. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, c'est vraiment un Core i7 normal mobile en quelque sorte. 3,1 GHz de base et il peut aller jusqu'à 4,1 en boost, je crois. Et à côté, vous avez une puce Vega mobile qui a 4 Go de RAM HBM2. Donc ça va augmenter le prix. Je me demande ce que ça va donner. À mon avis, ça va pas être glorieux. Et du coup, on avait pu parler que ça partageait évidemment la même enveloppe thermique. Donc l'électricité qui va dans le processeur, s'il n'est pas utilisé dans le processeur, peut retourner vers la carte graphique et inversement. Donc ça permet d'économiser de l'énergie et tout ça. Donc c'est très intéressant. Il y avait par exemple, quelqu'un m'en a parlé, justement quelqu'un que je connais, Ryan, si tu nous regardes, parlait justement que la concentration de chaleur serait peut-être trop importante vu que les deux puces sont très proches, mais si vous regardez, il y a quand même... Alors, c'est pas énorme, évidemment, comme espace, mais c'est suffisant d'un point de vue management de chaleur pour mettre un heat pipe qui passerait là, et puis un autre heat pipe qui passera à côté. Donc, franchement, il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Et du coup, oui, on a eu plus d'informations. Donc, voilà les différents modèles qui existent. Il y a même un Core i5, en fait. Donc les fréquences en boost, les fréquences de base, 4 cœurs 8 threads évidemment, même le Core i5, ce qui est assez particulier. Le cache, on a aussi le GPU qui est utilisé, donc on a par exemple 24 compute units ici. Vous pouvez regarder plutôt, moi je regarde plutôt au niveau des stream processors pour vous remettre en perspective. Si je ne m'abuse, je ne sais plus exactement, en fait je vais aller vérifier pour être sûr. Ah oui, je regardais vite fait, il y a bien genre 4000 shaders, on le voit pas très bien écrit. La Vega 56 on a 3000 et 3700. Donc d'un point de vue juste pure comparaison de stream processor plutôt, c'est un tiers en gros d'une Vega 56 ou 64, évidemment avec une fréquence moins importante, hein, ça il faut regarder si vous voyez la fréquence qui est beaucoup moins importante. Donc c'est quand même un bon niveau de puissance, l'air de rien, faut pas déconner, mais ça va pas non plus vous faire tourner tous les jeux AAA
en méga résolution ou autre chose. Faut rester honnête. Même s'il y a 4 Go de RAM HBM, ça va pas non plus décoller ou autre chose, quoi. Et puis on a d'autres petites informations, évidemment. Alors, des trucs... Alors, déjà un truc, c'est tous les CPU sont overclockables, ce qui est assez étrange pour Intel. Le GPU n'est pas overclockable, à part si vous prenez le plus gros des Core i7, ce qui est encore plus bizarre, parce que en général, les GPU sont toujours overclockables. Je veux dire, vous prenez un PC portable bas de gamme actuellement, avec quand même un GPU dedans, vous ne pourrez pas overclocker le processeur. Par contre, le GPU, no problème. Vous lancez un logiciel, vous le faites. Du coup, c'est assez particulier de voir que c'est genre le GPU qui n'est pas overclockable par défaut, mais le CPU, oui, tout le CPU, quoi. Et puis, il y a des trucs chelous de Intel, évidemment. Par exemple, le vPro Management, qui est plutôt utilisé dans le domaine professionnel. Le vPro est juste disponible sur un seul des processeurs, et c'est même pas forcément le meilleur. Donc là, on est en mode... Pourquoi? C'est juste genre... Pour moi, c'est juste un fuck aux professionnels, ça, mais bon, c'est pas grave. Du coup, oui, ça devrait être intéressant. Il y a déjà des premiers ordinateurs portables qui ont été annoncés, donc notamment HP a annoncé le Spectre X360, comme vous pouvez voir, qui va utiliser cette puce. Il n'y a pas vraiment de prix pour le moment, si je ne m'abuse, donc voilà. Il y a aussi alors, c'est le XPS 15, une nouvelle version de Dell, donc ça, c'est une version convertible, donc vous pouvez genre mettre comme ça en mode tablette, qui lui aussi utilisera ce nouveau processeur. Donc on attend de voir, ça devrait être intéressant, et ben, j'ai hâte de voir ce que ça donne un petit peu, surtout au niveau de la consommation et tout ça. D'ailleurs, on avait quand même quelques chiffres de consommation, notamment le TDP, voilà, qui est à 100 watts sur les plus grands modèles et 65 watts sur les plus petits. Ça peut paraître beaucoup, mais déjà un de ces Core i7 c'est 45 watts, ok, juste le processeur c'est 45 watts. Plus un GPU, honnêtement 100 watts c'est très raisonnable. Un GPU de ce calibre là prendrait plus que 60 watts même dans pas mal de situations. Donc honnêtement c'est à peu près à quoi on pourrait s'attendre. Ensuite AMD qui a fait une petite news. Alors déjà ils ont annoncé plein de nouveaux processeurs, il me semble qu'on l'a vu la dernière fois, je suis pas sûr. Donc on a les nouveaux Ryzen 5 APU, oui, ceux-là on les avait annoncés. Donc les APU qui vont sortir, hein, donc je vous rappelle c'est des processeurs Ryzen avec une partie graphique Vega dessus, donc ça permet de ne pas avoir besoin de carte graphique en plus. Donc pour ceux qui veulent construire une petite machine qui peut un peu jouer, mais pas méga bien, hein, mais juste un petit peu jouer, juste dépanner en quelque sorte, ça sera très très bien. On avait regardé qu'il y avait des premiers chiffres de performance qui étaient sortis d'ailleurs, comme quoi on aurait la puissance graphique d'une GTX 1030 si vous vous souvenez. Alors le GPU qui est d'ailleurs dans ces Ryzen, ceux-là en tout cas, est moins puissant que le GPU qu'on a vu justement dans la puce Intel. Je tiens à le préciser, la puce Intel c'est encore plus puissant. Donc je ne sais pas, il n'y a pas encore eu de vrai gros test, donc on verra bien ce que ça donnera. Du coup, la plus grosse truc de la news, c'est que les Ryzen vont changer de prix. Alors rassurez-vous, c'est pas genre augmenter de prix, ils vont baisser de prix justement. Donc notamment le 1800X va perdre genre $150, oui, ce qui est en fait assez raisonnable parce que bah, il est beaucoup trop cher par rapport à ce qu'ils offrent. Le 1700X va lui perdre un petit $80. Le 1700 tout court, lui, va perdre juste genre $30, ce qui est déjà pas mal, hein, il faut pas trop demander. 1600X aussi, il a perdu genre $30, et puis ainsi de suite. Vers les plus petits, évidemment, il y a des moins grandes diminutions. Il n'y a que les Ryzen 3 qui n'ont pas diminué parce qu'ils sont déjà à un prix assez compétitif. Donc voilà. Du coup, ben, c'était déjà en train d'arriver. Je pense que si vous regardez un petit peu les boutiques en ligne, les Ryzen étaient déjà souvent en promo, en dessous du prix normal qui devrait être. Mais c'est juste AMD qui confirme que oui, il y a un nouveau prix. Donc ça veut dire que normalement, les boutiques qui ne suivaient pas encore au niveau du nouveau prix, les boutiques les plus chères, peut-être que vous aimez bien choper dans une de ces boutiques, normalement maintenant devraient suivre au niveau du prix et s'adapter. Évidemment, ça c'est en dollars, en euros, ça peut changer, peut-être que les réductions sont moins importantes, ou peut-être que des fois elles sont plus importantes, ça peut arriver. Donc ouais. Dans tous les cas, c'est une bonne chose, mais tenez compte qu'il y a Ryzen Plus qui va arriver dans quelques temps, donc si vous en fichez d'un nouveau Ryzen beaucoup plus puissant ou autre chose, c'est une bonne offre, surtout si vous avez le budget et tout ça, mais il faut tenir compte de ça. Clairement, selon moi, ils baissent le prix pour en vendre les fins de stock pour
pour préparer Ryzen Plus et aussi pour contrecarrer encore plus Intel. Donc voilà, très intéressant et j'ai hâte de voir aussi ce que ça donnera, comme j'ai dit, au niveau de Ryzen Plus. Alors AMD a annoncé enfin les Vega mobiles d'ailleurs, donc les vrais Vega mobiles. Donc on a soit dans justement le CPU Intel intégré, on a aussi donc dans les APU Ryzen aussi qu'il y en aura, mais aussi un GPU mobile que vous auriez dans un ordinateur portable gamer par exemple, qui serait totalement par lui-même dédié quoi. Donc il n'y a pas plus de détails pour le moment, mais je suppose qu'on va avoir quelque chose de très semblable à ce qu'il y a dans la puce Intel. Donc certainement une puce graphique avec 4 Go de RAM, voire peut-être plus encore. Faut voir ce que ça donne. J'ai hâte personnellement parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus de concurrence dans le domaine des cartes graphiques sur ordinateur portable. On en avait techniquement, mais soyons honnêtes, c'était pas trop ça. Donc enfin, on va peut-être en avoir parce que Vega n'est peut-être pas la meilleure architecture pour le méga haut de gamme sur PC fixe, mais elle a déjà prouvé plusieurs fois, et surtout elle le prouve avec l'intégration avec un processeur Intel, que si vous réduisez la fréquence et tout ça, vous pouvez vraiment avoir une puce très efficace au niveau de sa consommation, mais aussi des performances. Donc c'est justement dans l'utilisation d'un ordinateur portable que moi, je suis très intéressé par Vega. Par contre, l'HBM, ça va coûter cher. Hein. Donc voilà, je tiens à prévenir. Bon, c'est peut-être toujours moins cher que ce que fait payer des fois Nvidia sur PC portable, je suppose. Ensuite, on a une petite news. Alors, on avait parlé dans le passé d'un boîtier NZXT, donc les nouveaux boîtiers, comment ils les appellent déjà? Il y avait les H700i, voilà, H500i si je me souviens bien, et puis H400 ou 300i. Donc c'était des nouveaux boîtiers assez haut de gamme, avec des fonctionnalités intelligentes, d'où le i. Et dans les photos de présentation du boîtier, ils montraient une carte mère, que les gens étaient en mode « Waouh, elle est trop sexy cette carte mère !» Et en fait, cette carte mère va être mise en vente, oui, vous ne rêvez pas. Alors, ce n'est même pas un partenariat, alors on n'a pas plus les détails en fait, mais ce n'est même pas un partenariat avec une autre marque, genre vous ne verrez pas genre MSI, Asus ou je ne sais quoi. Non, c'est une carte mère faite par NZXT, fabriquée à mon avis par quelqu'un d'autre, mais voilà. En tout cas, il n'y a pas la marque de l'autre marque dessus, donc on ne sait pas exactement qui les fabrique. Si je devais deviner, je dirais soit Gigabyte, soit MSI, parce qu'il y a des petits trucs qui me rappellent un petit peu des deux marques, mais je ne suis pas totalement sûr, donc... En réalité, on ne sait pas du tout. Ça peut être une plus petite marque de carte mère qu'on ne connaît pas. Donc là, c'est la carte mère nue. Et là, c'est la carte mère avec toutes les plaques, la armor plate. Ça refait un peu penser aux cartes mères Asus TUF. Donc c'est les cartes mères un peu militaires d'Asus qui ont un design très discutable, hein, on va être honnête. Alors que là, c'est justement un design très clean, ce qui est, je pense, pas mal. Par contre... à voir au niveau des températures, hein, parce que ça va chauffer hein, sous ces plaques-là qui couvrent la chaleur, littéralement. Ça n'aide pas forcément à dissiper, ça couvre juste la chaleur. Mais bon, c'est classe. Mais il y a d'autres problèmes aussi. C'est premièrement le prix apparemment qui va être au-dessus de 300 €. Beaucoup de trop, beaucoup de trop. Les fonctionnalités qui sont pas forcément là. Alors, je vais juste parler des fonctionnalités de base d'une carte mère. Par exemple, il n'y a pas d'USB type C, tout ça. Il n'y a pas de dual gigabit, même si c'est pas forcément le truc le plus utile. Il n'y a pas tout ce qu'il faut en gros. Et par contre, ce que vous avez en plus, qui n'aurait pas sur une autre carte mère, c'est que vous avez le U+ intégré. Donc le U+, c'est le truc de gestion de LED RGB de NZXT qui marche plutôt bien. Et vous avez aussi la gestion de tous les ventilateurs via cam. Donc en gros, vous pourriez avoir votre carte mère NZXT, refroidissement NZXT, boîtier NZXT. Vous pourriez juste avoir tout en un, brancher tout et vous pouvez tout contrôler depuis un logiciel. C'est quand même intéressant. Pour moi, ça m'intéresse, ce genre de contrôle. Mais bon, comme je vous dis, pour moi, c'est une carte mère bien trop chère pour ce qu'elle offre vraiment. Donc là, il y a différents combos de couleurs, comme vous pouvez voir. On peut l'avoir en blanc aussi. Donc c'est les mêmes couleurs que leur boîtier, normalement. Donc toutes les variations de couleurs de leur boîtier. Ensuite, on avait des news un petit peu au niveau de Razer, au CES. Ah oui, alors quand j'ai dit la date du CES, d'ailleurs, il me semble qu'il y a un petit peu plus... Il y a des pré-jours avant pour les professionnels, donc c'est normalement 3 jours, mais c'est plus une semaine que ça dure en réalité. Du coup, on a eu des news au niveau de Razer, alors notamment, voilà, vous voyez, des nouveaux trucs de son, ça peut être cool. Un nouveau truc sans fil qui était assez intéressant, donc en gros, ce que eux ils ont fait, donc moi j'ai le PowerPlay justement de Asus,
de Logitech. Donc en gros, vous avez une batterie dans la souris et cette batterie est rechargée via induction à travers le tapis de souris. Du coup, vous n'avez jamais besoin de la brancher pour la recharger, vous n'avez jamais besoin de la laisser quelque part pour la recharger. Non, vous l'utilisez, elle se recharge automatiquement. Là, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils n'ont pas de batterie. Donc, ils alimentent directement la souris. Donc, quand vous la soulevez, normalement, en fait, elle va perdre son énergie au bout de quelques temps, quoi. Elle n'aura plus d'énergie, elle ne fonctionnera plus. Alors, ils ont fait ça pour qu'elle soit plus légère, ce que je ne comprends... Je peux comprendre, mais personnellement, j'ai justement la G903 ici, et elle est assez légère en fait, donc je vois pas non plus l'énorme intérêt. Après, j'ai toujours été habitué à des souris lourdes, donc c'est peut-être pour ça, mais voilà, je vois pas non plus un méga intérêt. Surtout, ma G903, je peux la prendre, je peux l'utiliser autre part. Je suis pas obligé d'utiliser sur le tapis pour qu'elle fonctionne en sans fil. Là, si vous l'utilisez en dehors du tapis, vous devez brancher le câble dedans. Donc, ils vous permettent quand même de brancher le câble, mais voilà, c'est pas non plus optimal. Par contre, j'aime beaucoup la présentation de leur tapis qui est beaucoup mieux que celui de Logitech. Logitech, c'est moche. Je vais être très honnête. J'ai le tapis sous les yeux, c'est moche. Le truc de contrôle Logitech, lui, il est sur le côté. Il y a juste une petite LED RGB. Là, c'est centré. Vous voyez qu'il y a un truc RGB sur tout le côté. Donc, quitte à avoir un câble qui sort du tapis, pourquoi pas mettre un truc RGB tout autour, quoi. Et c'est justement ce que n'ont pas fait Logitech. Ils sont en mode, oh, on va juste mettre une toute petite LED RGB. Ce qui est assez stupide, en fait. Donc là, je pense qu'au niveau de l'exécution, elle est beaucoup mieux pour chez Razer. Mais il faudrait, je pense, une batterie dans la souris, ou avoir l'option d'avoir une batterie dans la souris pour justement l'utiliser en dehors du tapis. Et puis il y avait genre d'autres trucs, oui, le truc le plus important. Alors là vous allez dire, oh, un ordinateur portable avec un second écran qui fait trackpad. Non, c'est un téléphone en fait ici en bas, et c'est le Razer Phone même pour être plus exact. Donc ils ont fait littéralement un dock pour le Razer Phone, donc c'est pas un ordinateur portable, ça c'est un dock géant. Qui offre un clavier, un écran à votre Razer Phone, mais il n'y a pas de processeur ni rien dedans, quoi. C'est juste une batterie, un clavier et un écran et des ports en plus et aussi une petite webcam au-dessus, ce qui est plutôt cool. Et du coup, ça vous permet en gros d'utiliser votre Razer Phone comme un ordinateur fixe entre guillemets, parce qu'évidemment c'est Android encore. Donc déjà, au niveau de l'exécution, ça a l'air plutôt bien fait. Il y a des vidéos qui existent en ligne. Donc déjà, un truc, c'est le bouton Power, vous voyez, est ici, juste en bas. Donc vous pouvez toujours utiliser le lecteur d'empreintes pour déverrouiller. Donc ça, c'est bien conçu. Vous avez un bouton là-haut, au-dessus, pour déverrouiller le téléphone. Parce qu'en fait, le port qui vient se brancher dans le port du téléphone, évidemment, pour faire fonctionner ça. Quand vous appuyez sur le bouton, vous mettez le téléphone, vous appuyez sur le bouton et le port vient sécuriser le téléphone, en gros. Du coup, vous pouvez appuyer sur le bouton pour le reprendre. Donc ça c'est plutôt bien foutu. Vous pouvez utiliser évidemment le téléphone comme trackpad, ce qui est plutôt cool franchement. Et vous avez des ports en plus pour brancher d'autres trucs. Donc franchement, ça a l'air très bien conçu. Il y aura juste un problème, le prix, vraiment. Selon moi, ce genre de truc pourrait être très intéressant. Mais si le prix de l'ensemble coûte plus cher qu'un ordinateur 13 pouces de chez même Razer ou autre chose, ça vaut pas la peine en fait. Ça vaut vraiment pas la peine. Autant acheter un ordinateur portable. Il y en a qui vont dire oui mais t'as pas de téléphone alors. Oui mais je pense que la plupart des gens ont déjà un téléphone, donc là honnêtement je pense que ça vaudrait la peine d'inclure tout en un justement. Et du coup construction assez haut de gamme et tout ça. Donc pour moi je trouve ça assez intéressant. Je vois pas mal de cas d'utilisation et je vois bien, pour moi c'est une vision un petit peu du futur. Alors je dis pas que Razer est innovateur ou autre chose parce que honnêtement on voyait un petit peu des trucs comme ça arriver. Il y en a déjà eu dans le passé et puis c'est juste qu'ils l'ont bien fait, hein. Mais pour moi la vision du futur c'est que on n'a plus d'ordinateur, on a un téléphone ordinateur. Donc notre ordinateur mobile en quelque sorte c'est notre téléphone. On vient à la maison, on le dock quelque part et puis hop, il se transforme en ordinateur fixe ou en ordinateur portable ou autre chose avec un plus grand écran et puis on peut travailler ou autre chose dessus. Alors évidemment, pour ceux qui veulent jouer tout ça de manière sérieuse, ce ne sera jamais une solution viable avant un long moment. Mais pour Monsieur Tout le Monde, il va voir ses mails. Monsieur Tout le Monde, il va sur Facebook. Il n'a pas besoin d'un méga ordinateur. Il a juste besoin d'un écran un petit peu plus grand pour voir ce qui se passe correctement. Et c'est exactement ce que fait ce produit. Donc c'est le Project Linda.
Apparemment, il n'y a pas vraiment de date pour une vente ou autre chose, mais comme ils l'ont dit, les finitions étaient très bien faites et tout ça, et ça a l'air bien conçu, donc je ne vois pas pourquoi ils ne le sortiraient pas. Peut-être en édition limitée ou autre chose, mais bon. Le prix va être le plus gros problème, je pense. Ok, ensuite on a une petite news au niveau de Nvidia qui... Alors, ils vont annoncer un truc assez... Enfin, ils ont annoncé un truc assez... un peu overkill, mais bon, ça a l'air intéressant. Donc c'est le BFGD, voilà. Donc le BFGD, c'est Big Fucking... Non, c'est pas ça. Le BFGD, c'est Big Format Gaming Display. Et c'est en gros des TV. C'est littéralement ça. C'est une TV gaming par Nvidia. Donc il y aura 3 partenaires qui vont faire participer. Acer, Asus, HP. Et donc ce seront des TV 65 pouces. Ok. 4K, 120 Hz. Oui, vous ne rêvez pas. Et aussi, il y aura genre temps de réponse assez faible, support HDR et tout ça évidemment. Et aussi un truc qui était pas mal, c'est que comme ça reste une TV techniquement, vous aurez le Shield TV intégré directement. Donc la Shield TV, la petite Shield là, sans écran et tout ça, intégré directement pour avoir le Shield TV et tout ça. Donc franchement intéressant. Par contre, je le dis directement, ça va coûter la peau des fesses. Donc, préparez-vous. Franchement, préparez-vous. Ça va coûter la peau des fesses. Il y aura aussi apparemment le développement aurait porté, comme il dit, sur un des écrans 1440p en 21/9. C'est exactement ce que j'ai actuellement. Donc, moi, ça m'intéresserait peut-être une petite upgrade ou autre chose. Mais ça va coûter cher. Ça va coûter très cher. Dans les milliers d'euros et tout ça. Franchement, juste si vous regardez des écrans 4K 100 Hz ou autre chose, ils coûtent vite plus de 1000 euros. Là, c'est un truc de 65 pouces. Moi, je dirais minimum, hein, 3000 euros et beaucoup plus encore. D'ailleurs, on a le modèle d'Asus qui a été présenté, donc le voilà. Ça ressemble à un écran, mais je vous rappelle que c'est un truc de 65 pouces, je tiens à le rappeler. Donc le pied doit être massif. Il a l'air plutôt bien conçu. Et ben, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Il y a aussi oui, la bezel, enfin la bordure de l'écran qui est assez fine évidemment. Mais bon, pas de date de prix. Hein. Il n'y a aucun prix, aucune date pour le moment. Donc on verra bien ce que ça donnera. Une chose est sûre, ben, c'est intéressant. Mais je pourrais jamais l'acheter. Donc je le regarderai en mode oh, j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Alors, petite news au niveau de SpaceX. Ils avaient lancé une fusée, la première fusée de 2018 d'ailleurs. Donc c'était la mission Zuma. Zuma, c'était une mission top secrète pour le gouvernement américain, la 3e pour SpaceX. Donc ils ont lancé un satellite assez lourd apparemment et assez coûteux qui coûterait plus d'1 milliard de dollars dans l'espace. Donc j'ai vu le lancement et ça s'est passé plutôt bien. La fusée a réatterri comme d'habitude. Hein, maintenant, franchement, je crois que même plus. Sauf que quelques jours après, ben, apparemment, ça a été confirmé que le satellite qui a été lancé par SpaceX a disparu. Et donc, apparemment, ça a été un échec, la mission. Donc, il y a pas mal de spéculations. Alors, premièrement, il a quand même fait une full orbite autour de la Terre. Donc, il a été enregistré au catalogue des satellites. Donc, quand un objet fait le tour de la Terre une fois, il se fait enregistrer sur le catalogue des satellites. Donc, c'est les scientifiques qui observent justement les objets qui passent dans le ciel. Et du coup, ben, tout est catégorisé, tout ça, catégolé. Je n'ai rien dit, ok. Ça a été catégorisé, voilà. Et du coup, ça permet de voir qui a lancé des satellites et tout ça. Et s'il y a des objets non identifiés, ben de juste prévenir les gouvernements en mode hey, est-ce que c'est votre satellite ou autre chose là? Parce que c'est genre, on ne sait pas ce que c'est. Donc, il a fait une orbite, mais après, il a disparu. Il n'a pas fait de deuxième. Alors, apparemment, ce qui sera arrivé, c'est que le second stage, donc, c'est la partie supérieure de la fusée qui abrite, donc, ou plutôt le satellite est accroché par-dessus, n'aurait pas su se séparer justement du satellite. Du coup, le satellite, plus le second stage, évidemment, était trop lourd, donc malgré sa vitesse, il est retombé dans l'atmosphère, parce qu'évidemment, il aurait dû avoir plus de vitesse. Donc, la faute a été rejetée un petit peu sur SpaceX, sauf que la personne qui a fait l'adaptateur, donc ce qui permet de connecter le satellite à la second stage, c'est le constructeur du satellite lui-même, qui est, alors je ne sais plus exactement le nom du truc, mais
c'est une autre société évidemment, et du coup, ben, ce serait peut-être eux qui sont en tort, ou alors SpaceX, on ne sait pas trop. Selon SpaceX, tout s'est bien passé, mais ils ne commentent pas plus, parce qu'évidemment c'est une mission secrète, donc on ne saura pas. Peut-être qu'on ne saura même jamais ce qui s'est vraiment passé, une chose est sûre, bah, ça fait un peu peur, parce que les missions comme ça rapportent pas mal de cash à SpaceX, et ils en ont réellement besoin, ils en ont vraiment besoin. Et du coup, ce qui va peut-être arriver, c'est que pour le prochain lancement d'une truc comme ça, ben, le gouvernement américain va être en mode bon, ben, on va utiliser notre bon vieux fournisseur de roquettes habituel, qui est ULA, je crois, je ne sais plus exactement les acronymes, qui eux demandent genre 300 millions de dollars le lancement ou quelque chose comme ça, alors que SpaceX demande beaucoup moins. Donc, ouais, c'est dommage, c'est vraiment dommage. On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé en tant que public et peut-être qu'on ne le saura jamais. Il y a une enquête qui est en cours évidemment, mais bon, c'est vraiment dommage en fait. Et du coup, il y a évidemment toutes les théories du complot comme quoi peut-être qu'il est réellement genre arrivé dans son orbite et qu'il cache son existence ou je sais pas quoi parce que c'est quelque chose de très secret et que c'est fait exprès, mais j'y crois pas trop parce que des pays comme la Russie ou même la Chine ont les capacités d'observer ce qui passe dans l'espace, ok? Ils ont parfaitement les capacités, donc selon le lancement, on peut voir à peu près l'orbite qu'aurait pu avoir le satellite, même si l'on recorrige après, ils auraient pu le voir, donc il n'y a aucune... Il n'y a pas de secret là-dessus, c'est... les autres gouvernements, si ce satellite est toujours en train de tourner, ils le savent. Et puis la dernière news, oh oui, la meilleure news de... La news que... En gros, le produit que... Qui a demandé ce produit, ok? Qui s'est dit, ouais, je vais faire ça, je vais vendre, mais il y a tellement besoin de ça. Donc, ce que vous voyez là, c'est un appareil que vous ingérez, ok? C'est une petite pilule, et ça va traquer avec votre téléphone, en temps réel, le développement des paix. Je ne déconne pas. Donc, en gros, si vous êtes dans une situation publique et que vous avez des problèmes de gaz, vous pourrez regarder sur votre téléphone en mode « Oh, un paix est en train d'arriver. Je vois que mon taux de gaz est monté à 60% de risque de paix. Je ferais mieux d'aller aux toilettes décharger la pression. » Voilà. Donc, si vous êtes dans ce genre de cas, alors, bon, je rigole un petit peu comme ça, mais il y a réellement des gens à qui ce serait vraiment utile. Mais, évidemment, c'est une poignée de gens. Mais quand même... On se demande quand même, genre, qui s'est dit « Oh, je vais designer ça. Ça c'est le produit de l'année. Je vais le présenter au CES. Les gens vont adorer. Les gens vont adorer. » Donc, ouais. Ma foi, si vous voulez traquer vos paix ou autre chose. Et en plus, c'est plutôt bien conçu, hein, comme vous pouvez voir. Donc, c'est ça le pire. C'est réellement bien conçu. Mais bon. Non, merci, je n'en ai pas besoin, je ne préfère pas. Mais par contre, comme j'ai dit, bon, on rigole, mais il y a des gens qui en auraient vraiment, vraiment besoin, parce qu'il y a des gens qui ont réellement des gros problèmes à ce niveau-là. Donc, voilà. Du coup, sur cette news des plus intéressantes, je suppose, on va rester là pour ce Texama Show. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour plus de news et tout ça. Et peut-être aussi la semaine prochaine pour d'autres contenus. J'ai encore pas mal de choses à faire, de review et tout ça. Mais bon, j'ai jamais le temps. Donc je vais essayer de trouver le temps parce que j'ai vraiment des trucs. J'ai plein de trucs que j'ai testés pendant des mois. Que je suis prêt à faire la review parce que j'ai clairement on va dire, mes préférences, ce que j'aime bien et tout ça. Et j'ai juste à faire la vidéo, franchement. Donc ouais, ça m'embête un petit peu que j'ai pas toujours le temps. Donc ma foi, j'espère qu'il y aura des vidéos qui, en plus du Texama Show, qui sortiront la semaine prochaine pour vous. Et que vous les apprécierez tout simplement. Donc merci à tous de regarder encore une fois. Et ben, salut à tous.